Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est le député de la deuxième circonscription de Guyane, Monsieur Davy Riman, rattaché au NUPES, président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour à Radio Mayuri. Avec vous, nous allons revenir sur la visite du président de la République, Emmanuel Macron, en Guyane, visite à laquelle je crois que vous n'avez pas participé. Tout à fait. Donc, le député Castor et moi-même avons décidé de ne pas participer à la visite du président, puisque pour nous, il y avait des préalables qui avaient été demandés très clairement et qui n'ont pas eu de réponse favorable. Donc, partant de ce principe-là, nous avons décliné de participer aux différentes séquences avec le président de la République. Quels étaient ces préalables-là? Mais qu'il y ait un temps d'échange de travail transparent avec le président de la République et les élus du territoire guyanais à la collectivité territoriale de Guyane, pour que la population guyanaise aussi puisse elle-même aussi voir et entendre au travers des médias ce qui serait dit, les échanges qu'il aurait pu y avoir. Mais le président a préféré maintenir son dîner républicain et avoir des échanges à huis clos avec les élus, ce que nous n'adhérons pas tout simplement. Et les différentes séquences qu'il y avait de prévues, on a bien vu que dans la programmation qui avait été établie, selon l'élu invité dans les différentes séquences, le programme était différent. Donc il choisissait qui pouvait être là ou absent à différentes séquences. Donc on a trouvé cela totalement inadmissible, donc on a décliné toute participation à cela. En parlant de séquences, la première était consacrée au 100% contrôle. Vous en pensez quoi de ce dispositif? Bon, tout le monde le sait, quelle est ma position sur ce dispositif. Pour moi, c'est une aberration son nom. Sous couvert de lutte contre le trafic de drogue, on met les Guyanes en difficulté en arrivant à l'aéroport. J'avais écrit au ministère de l'Intérieur, j'avais fait part de un certain nombre de choses au préfet pour dire qu'il y avait des dérives en la matière et qu'il fallait éviter les dommages collatéraux. Donc il fallait faire évoluer le dispositif pour qu'il soit moins contraignant pour nos compatriotes. Ce qui pour l'instant a eu une fait de non-recevoir. D'autant plus que j'ai déjà moi-même aussi accompagné des personnes qui étaient victimes de ce processus, faire un accompagnement judiciaire, donc au travers du tribunal administratif, que ces personnes ont gagné d'ailleurs, hein, parce que l'État a été condamné. Malgré tout, l'État continue ce système-là, qui pour moi est totalement illusoire dans la mesure où il parle de dizaines de milliers d'arrêtés sur une année. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucune confirmation que parmi ces dizaines de milliers d'arrêtés donnés, combien avaient véritablement de la drogue sur elles, parmi ces personnes-là. Donc, on est juste sur la bataille des chiffres et pas grand-chose. Et lorsque j'entends le ministre de l'économie et de l'industrie, monsieur le maire, dire qu'aujourd'hui, parmi la drogue saisie, 15% vient du territoire guyanais, donc ça veut bien dire que ce n'est pas la Guyane qui est la grosse porte d'entrée, comme ça on peut le faire en matière de drogue, c'est bien ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut raison garder, il faut mettre les besoins. En fait, il faut mettre les moyens là, il y a le besoin. Et en ce sens, lors de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur et la loi de programmation de la justice, j'avais porté des amendements qui apportaient des moyens spécifiques et complémentaires en Guyane pour lutter contre toute forme de trafic organisé. À l'échelle locale et à l'échelle internationale, puisqu'il y aurait eu des relations avec les pays voisins de Suriname et le Brésil. Mais ce même gouvernement qui veut lutter contre le trafic de drogue nous a refusé ces moyens supplémentaires et spécifiques pour la Guyane. Donc ils sont contradictoires sur la question. On est juste sur de la communication en ce qui me concerne et rien d'autre, parce que les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre cela n'y sont pas du tout. Et sur l'aspect discriminant de ce dispositif, on a le sentiment qu'une partie de la population serait stigmatisée. Écoutez, la réponse est oui, puisque moi j'ai pu le vivre, donc j'avais fait part de cela à l'ancien préfet, j'avais fait part de cela aussi au nouveau préfet, qui lui aussi, à mon sens, n'a rien compris à ce que je lui ai dit, donc il a une posture totalement arbitraire, et aujourd'hui, sa réponse en ce qui me concerne a eu pour effet comme une sorte de menace en ce qui me concerne, donc je n'avais plus aucun contact avec ce préfet-là aujourd'hui. J'ai fait part de cela aussi au ministère, donc je regarde le comportement des uns des autres, hein, moi j'ai pas de souci avec ça. Et derrière, on ne peut pas aujourd'hui dire aux gens, parce que vous avez les yeux rouges, vous avez une mauvaise haleine, vous avez une transpiration abondante, que vous n'êtes pas en mesure de prendre l'avion. On est dans quoi? C'est une aberration son nom. Et donc oui, c'est faire preuve de discrimination, c'est faire preuve d'élite faciès, clairement. Et ça, on ne peut pas le cautionner. En ce qui me concerne, moi, c'est non, je l'ai déjà décrit, je l'ai déjà écrit. Et je continuerai à lutter contre ce dispositif-là tel qu'il est mis en place aujourd'hui. Emmanuel Macron a présenté son plan pour la pêche, avec en toile de fond la visite du marché aux poissons. Quelle analyse faites-vous de ce plan? C'est encore une fois du saupoudrage. Alors je sais que
le président du CRPM est content à parler de victoire, mais je dis qu'il faut être plus mesuré en la matière. Ces mêmes annonces-là de renouvellement de la flotte, on avait déjà entendu ça quelques années auparavant. J'ai pour mémoire les différentes déclarations de l'ancien et feu président du CRPM, monsieur... Ah, putain, j'ai oublié son nom. Bon, ça va me revenir. Qui nous a quittés entre-temps. Monsieur Karam. Voilà, merci. Donc, monsieur Karam, avec qui j'avais échangé, qui nous a quittés entre-temps. Et on voit bien que la question n'est pas réglée, bien au contraire. Donc, il a fait des annonces. Nous verrons si elles sont suivies des faits, puisqu'il a dit avoir négocié avec l'Europe pour que l'Europe puisse faire une dérogation pour effectivement accorder à la France le nécessaire pour faire le renouvellement de la flotte de pêche. On verra. Dérogation qui a été accordée puisque le communiqué nous est parvenu hier dans les médias. C'est cela. Donc ils ont eu accès à une dérogation de la part de l'Union européenne. Donc maintenant nous verrons quels bateaux seront renouvelés, quels montants seront alloués en matière de subvention de la part de l'État. Est-ce qu'il faudra que la collectivité mette aussi de sa poche? À combien arriverons-nous? Combien coûte un bateau nécessaire pour la pêche identifiée? Combien coûte ce bateau-là concrètement pour son renouvellement? Donc nous verrons exactement au final quel sera le montage financier global pour pouvoir renouveler ces bateaux de pêche-là. Et nous serons attentifs à cela. Le président s'est rendu à Camopi pour présenter son plan contre l'orpaillage illégal avec davantage de moyens sur le territoire et puis peut-être laisser plus de place à l'orpaillage légal. Pour vous, ça va dans le bon sens? Écoutez, le président a dit on va passer à Harpie 3. Mais avons-nous fait déjà un premier bilan des différents dispositifs Harpie existants déjà? Aujourd'hui, on passe à Harpie 3 sans même qu'on ait fait le bilan de Harpie 2. Et sur la base de quoi? Et ce passage de Harpie 3, c'est sur quelle base? Quels moyens supplémentaires ou complémentaires vont être mis en place pour dire que maintenant on passe à Harpie 3? Parce que au travers du bilan qui aura été fait, on a identifié les points faibles, donc on va renforcer à ce niveau-là. On n'a pas d'éléments, on ne sait rien en fait, on ne nous dit rien. Donc j'entends, encore une fois, pour moi c'est de la communication. Alors oui, on va travailler avec les pays voisins, Brésil et Suriname. Oui, mais concrètement, ça va se traduire comment? Toutes ces questions sont là, donc oui, annonce de Harpie 3, mais on ne sait pas. Finalement, ça reste encore pour moi une coquille vide à l'instant où je vous parle. L'orpaillage illégal concerne principalement votre circonscription. En faisant le choix de ne pas échanger ou discuter directement avec le président de la République, est-ce que cela n'expose pas justement ces populations que vous êtes en droit de représenter, que vous avez l'obligation de représenter en tant que député? Mais je le représente justement. Le fait de ne pas participer à cette séquence. Je rappelle que le président Macron n'est pas venu sur ma circonscription, hormis de venir à Kourou pour voir la base spatiale. Il s'est rendu à Camopi, qui est la première circonscription. Il n'est pas venu dans la seconde circonscription. Là, effectivement, là, il y a eu le plus grand nombre de points d'orpaillage illégal. Donc, à ce moment-là, il a fait un choix. Mais en l'occurrence, il faut que les personnes qui ont pu voter pour moi sachent que je les représente dignement à mon sens, dans la mesure où je fais valoir cette réalité-là. Malheureusement, on a en face de nous un gouvernement qui n'écoute pas en général les élus du territoire et qui donne toujours plus d'audience et de poids aux paroles des fonctionnaires d'État. Ça, il faut le savoir aussi. Et donc, c'est à nous maintenant d'inverser cette position-là, cette relation qu'on a avec l'État. Et c'est dans ce sens-là que nous, on prend cette posture-là pour dire non, ça suffit. Les paroles des élus du territoire doivent être des paroles légitimes parce que nous représentons la population. Et nos paroles ne peuvent pas être en deçà de celles des fonctionnaires du territoire. Donc maintenant, les relations doivent changer, doivent être modifiées et d'être égal à égal. Est-ce que le rapport de force fonctionne? Est-ce que la meilleure posture n'est pas celle du président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville? Mais vous savez, il a la sienne, que je respecte, mais ce n'est pas la mienne. Dans la mesure où, lorsqu'on regarde l'historique du territoire guyanais, chaque fois que nos élus, en général, ont joué le jeu, ont fait part d'un certain nombre de choses, ont accompagné, si effectivement ça payait clairement, la Guyane ne serait pas dans cette situation-là. Donc maintenant, nous, on prend un changement de posture, un changement de relation très clairement. Et en ce sens-là, nous y tenons. Si effectivement on devrait avoir tort, l'avenir nous le dira et la population tranchera au moment opportun. Parlons maintenant du plan d'austérité dont a parlé
le Premier ministre Gabriel Attal sur TF1 cette semaine, qui annonce un certain nombre de préconisations. Ce ne sont pas encore des mesures, notamment de baisser le montant des allocations, de réduire la durée des indemnités des chômeurs pour faire des économies. Pour vous, ce sont des bonnes pistes? Mais pas du tout. Encore une fois, le gouvernement montre qu'il veut s'attaquer aux plus nécessiteux. Donc ça montre bien la politique de ce gouvernement-là. Je rappelle juste un chiffre. En 2023, le gouvernement actuel a fait en matière de cadeaux fiscaux et autres aux grosses entreprises un montant de 160 milliards d'euros. D'accord? Donc si l'État veut vraiment faire des économies, l'État va commencer à arrêter de faire des cadeaux aux grosses structures qui n'en ont pas besoin, très clairement, parce que c'est elles qui bénéficient à 90% de ces cadeaux-là. Donc aujourd'hui, c'est d'arrêter ces cadeaux-là pour ces structures-là, et ensuite de réorienter vraiment effectivement les besoins publics aux plus nécessiteux, mais pas les taper encore sur ceux qui n'ont pas grand-chose, ou quasiment ceux qui n'ont rien, pour dire qu'on va faire des économies. Donc ça montre bien la posture de ce gouvernement-là, et qui veulent aider vraiment, et qui veulent vraiment mettre sous l'eau, encore une fois. Alors, Gabriel Attal a évoqué les super profits sans dire vraiment quelle attaque, quelle mesure qu'il allait prendre à l'encontre de ces entreprises. Ce sont ces entreprises du CAC 40. Bruno Le Maire lui-même a dit à l'Assemblée qu'il ne connaissait pas les super profits. Vous, ça vous fait bondir? Ça me fait sourire parce que c'est une vaste blague. On a essayé déjà, durant cette mandature, cette législature de l'Assemblée nationale, au travers de la NUPES, d'amener un texte qui aurait une taxation spécifique sur les super-profits. Ça a été repoussé par la majorité au Parlement français. Donc le gouvernement sait très bien, lorsqu'on parle, on parle de super profit, ils savent très bien ce qu'il en est et où est-ce que ça se produit. Donc encore une fois, c'est juste de la démagogie de la part de ce gouvernement-là. Ils n'assument pas leur politique. Il faut juste assumer ses choix politiques et qu'ils le disent très clairement, mais qu'ils arrêtent de se cacher derrière des pseudo-volontés de vouloir faire des choses, alors que dans le fond, ils veulent toujours et continuer à aider leurs propres amis. Point barre. Et sur l'hypothèse de réduire, par exemple, le montant des indemnités des parlementaires qui a été rallongé sous prétexte de l'inflation de 300 €, je crois. Oui, non, mais là aussi, bon, pour moi, c'est une erreur. On ne peut pas, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, augmenter les indemnités des parlementaires et voir à côté, on n'arrive pas à faire les gros patrons augmenter les salaires à un niveau acceptable pour pour la classe moyenne et même ceux qui sont au SMIC. Donc pour moi, il y a deux poids, deux mesures en la matière encore au niveau politique. Ce n'est pas normal ce qui se passe là. Moi, je serais pour qu'on enlève effectivement cette augmentation-là. Si on augmente les députés, il faut augmenter tout le monde. Si on n'augmente que les députés, ce n'est pas possible. Il faut revoir la copie. Vous auriez pu la refuser. Mais ce n'est pas moi qui l'ai voté, ça se fait au bureau de l'Assemblée nationale. Donc nous, on ne participe pas au débat, on ne participe pas au vote. Donc ce sont les présidents du groupe qui sont au bureau de l'Assemblée nationale qui font ces choix-là. Donc nous, on a fait ça en tout cas à notre groupe que nous n'étions pas d'accord sur cela. Il va falloir qu'il faudrait revoir la copie. Mais lorsqu'on n'est pas la majorité au Parlement, vous savez bien comment ça se passe. Individuellement, on peut aller aux ressources humaines et dire je renonce à cette augmentation, non? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est généralisé. Et après, c'est vous qui savez ce que vous en faites individuellement. Mais il n'y a pas possibilité de vous dire que moi, je ne veux pas. Vous gardez ça dans la caisse de l'Assemblée nationale. J'aimerais que nous évoquions la situation sur le Haut-Maroni, bien que cela ne fasse pas directement partie de votre circonscription, que je sache. Ah si. Le Haut-Maroni fait partie de ma circonscription. C'est bien ce que je me disais. Pour évoquer la problématique de l'eau, on a vu acheminer la semaine dernière des palettes d'eau sur cette partie de la Guyane. Alors, bien évidemment, c'est une mesure qui est provisoire, temporaire et à long terme. Que fait-on? Écoutez, c'est aux exécutifs de répondre à cette situation parce que c'est leur compétence directe. Moi, je suis le relais de la population qui est directement impactée. Donc, je fais le point avec la mairie de Maréva-Soula, avec la CCOG, avec le gouvernement. Il faut savoir que la compétence en matière d'eau potable, c'est directement l'exécutif local. Donc, c'est eux qui ont mis les moyens en œuvre. Donc, la CCOG a décidé de dépêcher de l'eau potable pour amener une solution transitoire et temporaire
pour les populations impactées, mais néanmoins, en termes définitifs, aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait des décisions qui soient prises en matière d'investissement pour amener l'eau potable justement dans ces contrées-là. Et ça, c'est en charge maintenant des exécutifs de trouver les solutions pérennes pour que cela ne se reproduise plus, parce qu'effectivement, en 2024, il n'est pas normal que nous ayons des concitoyens qui n'aient pas accès à l'eau potable. Pour moi, ça fait partie des aberrations sur notre territoire du moment et des injustices qui n'ont que trop perduré en ce qui me concerne. Il y a urgence, il y a 500 personnes qui sont concernées, impactées par cette problématique. Est-ce que ce n'était pas là une opportunité justement de saisir le président de la République sur cette question pendant qu'il était chez nous, pendant qu'il était en visite sur le territoire? Mais vous savez, encore une fois, je tiens juste à rappeler que le président Emmanuel Macron c'est son deuxième mandat en tant que président, c'est pas son premier. Hein. Et tous les problèmes que la Guyane a, il les connaît. Ceux avant nous ont eu le temps de rappeler, nous avons le temps de le rappeler, surtout l'accès à l'eau potable et à l'électricité est un problème majeur encore sur le territoire. On a plus de 30 000 personnes qui sont face à cela. Et donc la Guyane, c'est ça le paradoxe. On est le troisième territoire avec la plus grande ressource d'eau potable au monde. Sauf qu'aujourd'hui, on a plus de 30 000 concitoyens qui n'ont pas accès directement. Donc encore une fois, là on parle d'investissement. Et encore une fois, la compétence, il revient directement, je rappelle une fois, aux exécutifs locaux. Donc, si effectivement il y a un problème de financement, c'est aux exécutifs locaux de faire le montage financier nécessaire. Et si effectivement il en manque, à nous maintenant collectivement d'aller chercher le reste au niveau du gouvernement, dans la mesure où l'accès à l'eau potable fait partie des droits fondamentaux dans la Constitution. Mais là, concrètement entre nous, pendant combien de temps on va envoyer des bouteilles d'eau sur le Haut-Mahoni? Est-ce que vous avez une feuille de route à moyen long terme? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont en train de regarder cette interview sur les réseaux sociaux, qui habitent justement le Haut-Mahoni, sur la question de l'eau? Et quelles solutions leur proposer à court terme? Mais justement, encore, c'est au titre de me répéter, en tout cas, moi, je ne peux pas prendre la décision de dire voilà la solution, voilà ce qu'il y a à faire, parce que ce n'est pas dans ma compétence, encore une fois. C'est à la mairie de Maripa Soula et j'ai envie de dire aussi avec la CCOG de voir quelle solution de façon pérenne qui peut être apportée. Par contre, je peux être un accompagnateur, un facilitateur par partie de savoir s'il faut chercher des financements au niveau national, au niveau du ministère des Outre-mer ou ailleurs, pour qu'on puisse effectivement apporter une solution pérenne et définitive pour nos concitoyens qui sont dans cette situation-là, parce que la réponse, effectivement, elle doit arriver vite, il ne faut plus traîner, parce que ce n'est pas durant 1 an, 2 ans que la CCOG pourra continuer à alimenter de la sorte les habitants en eau potable. Donc là, si on comprend bien, là où ça bloque, c'est au niveau de la CCOG de la mairie de Maripa Soula. Je ne dirais pas que ça bloque à ce niveau-là, mais aujourd'hui, lorsqu'on doit effectivement répondre à un tel niveau, il y a des moyens importants à mettre en œuvre, surtout en matière d'investissement, pour avoir de l'eau potable, pour alimenter tout un village ou une population. Donc à ce titre-là, moi je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être fait aujourd'hui au niveau de la CCOG avec la mairie de Maripa Soula pour définir le moyen définitif pour répondre à cela. Mais je sais qu'il y aura une question de financement qui va se poser automatiquement. Donc derrière, une fois que le dossier sera finalisé, ce sera à nous, autant exécutifs locaux que moi en tant que parlementaire, avec le gouvernement en place pour trouver les solutions de financement définitives afin de répondre, j'espère, très rapidement aux besoins de la population sur le Haut-Mahoni. Alors il y a un autre phénomène sur le Haut-Mahoni, c'est le fait que depuis 3 ans, il pleut beaucoup moins, donc il y a un souci de navigabilité pour la population, ce qui entraîne la vie chère, l'augmentation des prix localement. Là aussi, ça fait beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de solutions à apporter. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Mais comme on l'a déjà dit au niveau de l'Assemblée, au niveau des gouvernements, aujourd'hui la Guyane est en retard en matière d'aménagement structurel qui est inacceptable. Vous avez on se bat par rapport au désenclavement. Vous avez le collectif Apache qui milite depuis maintenant 2 ans pour le désenclavement. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un souci au niveau de l'État par rapport au désenclavement du territoire guyanais. Donc ça fait partie des urgences auxquelles il faut répondre. Et donc le gouvernement ne répond pas positivement à l'heure actuelle. Donc on va continuer à se battre en la matière.
Le président de la République a annoncé une pseudo-réponse par rapport à la route qui relie Maripasoula à Papaïchtan, mais on a rappelé l'historique de cette route-là qui était due à deux élus locaux, en l'occurrence l'ancien maire de Maripasoula, Antonin Bienso, et l'ancien président du conseil général, Élie Castor, qui eux avaient initié cette piste-là à l'époque. Donc on voit que l'État ne répond pas vraiment, encore une fois, par rapport à la réalité guyanaise. Mais nous continuons à mettre en exergue toutes ces aberrations qu'il y a sur le territoire. Et ça doit nous permettre, nous aussi, à prendre conscience qu'à un moment donné, si l'État ne veut pas faire, on va devoir se débrouiller à le faire nous-mêmes et par nous-mêmes. On ne va pas continuer sempiternellement à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas voir ce qu'on lui montre. Et comme je dis si bien, on ne va pas continuer à faire de la danse du ventre devant des aveugles. D'accord, ça ne paiera pas. Donc, c'est à nous maintenant aussi de reconcentrer sur nous, de nous dire quelles sont nos capacités et à quelle échelle on peut faire un certain nombre de choses. Et il faudra l'initier. Quand le voyons, il faudra l'initier parce que je l'avais déjà dit au gouvernement, et je le répéterai même à nos compatriotes, avec l'État ou sans l'État, on n'a pas que d'autre choix de réussir et d'arrêter ces injustices qu'on a sur le territoire entre les populations de même territoire. Pour moi, c'est inacceptable et c'est intolérable. Il faut amorcer l'autonomie à l'instar de la Corse. Oui, mais vous savez, ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes personnes qui sont en ces phases de difficultés nous montrent comment au quotidien, elles sont autonomes, elles sont débrouillardes et réussissent à subsister malgré les difficultés du quotidien. Donc, on doit prendre exemple sur nos compatriotes qui font preuve de résilience depuis des décennies, malgré le retard structurel, malgré les inégalités qu'on peut percevoir au quotidien. Et donc moi, je me dis que le courage qu'ils montrent au quotidien, on se doit aussi d'en avoir et de dire à l'État, ça suffit. Ça n'a que trop perduré. Maintenant, si vous ne pouvez pas, vous vous poussez. Et nous, on va se débrouiller en étant plus autonome, en ayant accès à nos richesses endogènes, en les exploitant, en faisant de façon à ce que ce territoire-là devienne riche et qui permette effectivement de répondre aux aspirations, aux besoins de toute la population et surtout le territoire. On attendait le gouvernement sur la question de l'autonomie qui devait être abordée justement lors de ce dîner chez le préfet. Emmanuel Macron a fait des annonces. Là-dessus, il attend que la population aussi se prononce sur cette question avant que cela passe éventuellement à Versailles devant les deux assemblées réunies pour un changement constitutionnel. Tout ça, ça risque d'être très long, non ? Non, mais les annonces du président de la République sont complètement hors sol, je vous le dis tout de suite. Et il a voulu faire un mélange d'un genre pour essayer d'enfumer et de tromper la population, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous avons des personnes conscientes, aguerries et qui comprennent très bien les choses. Il a voulu maintenant nous réenfermer dans ces fameux articles 73 avec l'histoire d'habilitation. Bon, politiquement, tout le monde sait que c'est un échec de cette partie-là. Donc, je ne sais pas pourquoi et d'où est-ce qu'il est revenu avec ces trucs-là. J'ai l'impression que ces gens-là ont la capacité à vouloir réveiller des morts qui n'apportent aucune plus-value en la matière. Ensuite, sur la question de 2 mois, 4 mois, non, ça aussi, en matière de timing, ça ne tient pas la route parce que lorsque vous saisissez le Conseil d'État sur un texte, un document en question, sur un texte comme celui-ci en habilitation, il a 6 mois pour vous répondre. Il ne sait pas en 2 mois que le Conseil d'État va répondre aux besoins, aux aspirations du gouvernement. Et donc, tout cela, en ce qui nous concerne, c'est mort-né. Il y a un document qui a été transmis au gouvernement, voté par les élus, qui décrit très bien ce que nous souhaitons pour le territoire, quelle autonomie nous voulons la plus large possible. Et donc, en ce sens-là, il devait répondre à ça. Le fait qu'il vienne avec une autre réponse, c'est un manque de respect de la part de la décision des élus. Et surtout, c'est incompréhensible parce que ça veut dire qu'il s'est senti permis d'avoir le pouvoir de le faire. Donc, il va falloir que nous, élus du territoire, on puisse avoir une clarification politique en la matière. Est-ce que oui ou non, nous sommes toujours tous d'accord pour cela. Et puis derrière, ceux qui ne sont pas d'accord, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord pour l'autonomie qu'on a demandée. Moi, je dis à un moment donné, il faut qu'on arrête de se cacher. On a le droit de ne pas être d'accord sur quelque chose. On le dit pourquoi aussi, on l'explique. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça, mais au moins que les choses soient claires. Et ensuite, derrière, une majorité ou bien une minorité s'exprimera. Et ensuite, selon ce qui sortira, nous assumerons tous. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser un président venir faire 1 jour et demi et faire une contre-proposition qui n'a aucun sens et qui est totalement hors sol par rapport aux réalités du pays et faire comme si ne s'était rien passé. Donc nous ne sommes pas d'accord. On a besoin maintenant d'avoir ce point d'échange et de clarification avec nos collègues élus. Donc là, c'est le statu quo. Tout ce qui a pu être fait avant est balayé d'un revers de main ?
Non, il y a peut-être une volonté de la part du gouvernement via le président de la République d'essayer de tromper, de troubler les choses et de vouloir rendre la chose cabreuse. Mais pas du tout. On a bien compris que c'est un jeu de la part du gouvernement parce qu'ils ne sont pas enclins à nous suivre dans la décision que nous avons prise. Ce sera à nous de clarifier la chose dans les plus brefs délais et ensuite s'arc-bouter dans la position que nous aurons choisie et emmener de ça. Parce que vu la situation de la Guyane qui est totalement mortifère à mon sens, on ne peut plus continuer comme ça. Nous avons pris une décision et ce, après analyse de la situation économique et sociale. Donc maintenant, on s'y tient. Et si demain on devait changer, il faudrait expliquer à la population pourquoi on a changé. Et de toutes les manières, quoi qu'il puisse être choisi demain, le juge de paix, en l'occurrence, ça sera la population parce qu'elle va devoir trancher in fine. On se demande pourquoi ça va si vite en Corse et ça paraît si compliqué pour la Guyane. Mais parce que c'est de la géopolitique. Aujourd'hui, on voit que la France, dans sa gestion diplomatique, est en difficulté dans des différentes régions du monde. Dans le Pacifique, on voit que l'axe Indo-Pacifique, la France est chahutée. Dans cette partie-là, elle est très bousculée. On voit que sa situation globale dans le monde, elle est chahutée, elle perd de la vitesse, elle perd du territoire. Donc aujourd'hui, quand vous écoutez le président Macron qui dit « je vais redéployer les forces militaires dans les territoires d'outre-mer », bon, c'est clair dans sa position. On va asseoir notre position par rapport aux territoires d'outre-mer. Il est important maintenant qu'on arrête de perdre de la vitesse. Donc c'est juste ça. Mais sans pour autant, nous en tout cas, nous avons un acte de développement, nous avons fait des choix aussi pour l'avenir du territoire et de sa population. Donc si l'État français, l'État dans sa globalité ne comprend pas ce qu'on lui dit, on va devoir se faire entendre. Ça c'est clair par contre. Davy Riemann, vous êtes député de la 2e circonscription de Guyane, vous êtes rattaché au NUPES, vous faites partie de l'opposition, vous êtes le président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée. L'article 49.3 sous l'ancienne Premier ministre a été très souvent utilisé au point où les députés se sont posé cette question, à savoir sur la légitimité même de leur présence au fait à l'Assemblée par rapport aux personnes qui ont voté pour eux. Alors vous, ça fait bientôt plus de 2 ans que vous êtes à l'Assemblée. Comment vivez-vous cette expérience et parfois le fait de vous retrouver impuissant face justement à l'utilisation de cet article 49.3? Alors deux choses, la première c'est une très grande frustration, puisque vous voyez que vous assistez à quelque chose et vous n'avez pas la main, et vous pouvez rien changer parce qu'effectivement la Constitution le permet. Ensuite, deuxième chose, c'est que la 5e République, elle est ainsi faite, c'est l'exécutif qui a la main sur tout. Je ne sais pas à quoi sert le parlementaire finalement dans la situation actuelle. C'est pour ça que moi je parlais de revoir effectivement cette République-là. Ça part de la 6e République, s'il faut modifier la 5e. Mais en tout état de cause, ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, il y a eu un choix qui a été fait sous la mandature de François Hollande de séparer, pour que le parlementaire n'ait plus la possibilité d'être exécutif. C'est une erreur dans la 5e République, puisque c'est l'exécutif qui a la main sur tout. Et deuxièmement, si effectivement maintenant on doit maintenir cette séparation-là, on doit revoir le rôle et les moyens à la main du parlementaire pour avoir un réel poids en tant que parlementaire, arriver à une vraie démocratie parlementaire, dans la mesure où il y aura un exécutif, un parlementaire de part et d'autre, mais avec un pouvoir parlementaire réel, qui sera un réel contre-pouvoir de l'exécutif, ce qui n'est pas le cas du tout, parce que quand il s'agit du calendrier législatif, la promulgation de lois et toutes ces choses-là, c'est à la main du gouvernement. Ce n'est pas la main du parlementaire. Donc, in fine, c'est sûr que le rôle du parlementaire n'est pas ce qu'il devrait être. Clairement, on est loin de ça et la question se pose fondamentalement. Ma dernière question, c'est concernant les projets de loi que vous pourriez être amené à faire à l'Assemblée et qui concernent le territoire. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquels, si vous avez quelques idées en tête, en tant que président de la délégation Outre-mer et rattaché au NUPES et député de la 2e circonscription? Alors en matière de proposition de loi, il y en a une qui est plutôt constitutionnelle. J'essaierai en tout cas de permettre à ce que la délégation Outre-mer devrait une vraie commission permanente au sein de l'Assemblée nationale au niveau des Outre-mer. Là, ça veut dire qu'on aura un gain de poids supplémentaire non négligeable en matière de moyens pour œuvrer pour nos territoires d'Outre-mer. Ensuite, il y a la question du désenclavement, donc on est en train d'élaborer une stratégie en matière législative pour pouvoir répondre à cela. Et puis il y a bien sûr l'investissement sur nos territoires. Donc on essaie d'avoir aussi une loi de programmation pluriannuelle pour d'investissement pour vraiment répondre aux besoins d'infrastructures et de développement du territoire guyanais et d'autres territoires ultramarins. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont sur la table et que nous sommes en train de travailler dessus.
Compliqué de faire des propositions de loi quand on est peu nombreux et qu'on est dans l'opposition. Oui, c'est toujours plus compliqué. Mais après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire des propositions de loi qui soient, comme on l'appelle si bien dans le jargon, transpartisanes, donc avec l'adhésion d'autres groupes qui ne sont pas forcément issus du vôtre. Et ça permet de faciliter, d'accélérer les choses. Donc, nous sommes avec un spectre assez large pour toucher un maximum de collègues députés qui ne sont pas forcément de la même famille politique que nous, mais en tout cas qui puissent adhérer à notre vision, à nos propositions. Et comme cela, ça nous permettra d'avoir une majorité de faire passer ce texte-là. Davy Riemann, merci. Merci à Radio Mayuri.